C'est bon, on m'a dit que c'est OK. Donc, bon. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, je me présente, je m'appelle Yuhei Douane. Je suis évangéliste technique pour Cassandra. Donc, je travaille chez DataStax. On est le plus gros contributeur à la solution Apache Cassandra Open Source. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Cassandra spécialement, mais plutôt des algorithmes distribués pour la big data. Parce que de par mon métier d'évangéliste technique, je suis amené à m'intéresser aux algorithmes pour mieux comprendre comment les frameworks et les systèmes marchent. Donc alors, l'ordre du jour, deux algorithmes en particularité. Hyperloglog qui permet de compter un grand nombre tout en demandant un espace de stockage assez minuscule. Et Paxos qui est un algorithme de consensus distribué. Qui a déjà entendu parler de Hyperloglog ou Paxos ici? Wow, pas mal, pas mal. Bien. Alors, commençons par Hyperloglog. C'est assez récent. Hein. Ça a été publié en 2007 par Philippe Flageolet. Alors, déjà, parlons du défi. Pourquoi on a besoin d'un algorithme? Il s'agit de compter un nombre d'éléments distincts. Le mot distinct est important. Si c'est juste pour compter un nombre d'éléments au total, c'est très simple, il faut juste avoir un compteur et on incrémente. Mais compter le nombre d'éléments distincts, ça veut dire en éliminant les doublons, ça c'est difficile. C'est pas si facile que ça. En distribué, d'accord? Parce que si aujourd'hui j'ai un site web, d'accord, que j'ai plusieurs serveurs, j'ai pas envie d'avoir un compteur unique qui soit sur une seule machine. Donc je veux faire en distribué. Et je veux pouvoir compter un grand ensemble de un ensemble de grandes cardinalités, c'est-à-dire pas 1000 éléments, quoi. 1 milliard, plusieurs milliards. Et j'ai pas envie d'avoir, je sais pas, 100 gigabytes d'espace de stockage, juste pour compter le nombre d'éléments distincts. Alors, quelques approches possibles. Hein. J'ai trouvé ça sur un site sur Internet. Alors, on pense naturellement, quand on veut compter le nombre d'éléments distincts, à utiliser un Java H7, d'accord? Donc typiquement, si il y a 67 801 éléments distincts avec un Java H7, ça demande 10 mégas de stockage. Évidemment, la marge d'erreur, c'est 0, parce que là, c'est un comptage exact. Maintenant, si on utilise l'algorithme le compteur probabiliste linéaire, on commence à avoir des marges d'erreur, d'accord, 1%, c'est pas grand-chose. Cette fois-ci, on a besoin juste de 3 kilooctets d'espace de stockage pour notre compteur. Avec Hyperloglog, ça va encore plus loin. 3% seulement d'erreur. Par contre, là, drastiquement, on a diminué l'espace de stockage par un facteur de 1000. 3 kg à 512 environ. En fait, le nom Hyperloglog, ça veut dire quoi? Log, ça veut dire que la croissance de l'espace de stockage est une fonction en log de log. Une croissance en log de n, c'est déjà très lent, mais alors en log de n, c'est encore plus lent. Alors, je vous propose de jouer à un jeu que tout le monde connaît, hein, c'est le lancer de dés. Donc, j'ai fait quelques expériences aléatoires. J'ai fait une simulation sur 100 lancers de dés. Ben voilà, la distribution de probabilité, bon, bah, c'est normal. Hein. C'est pas plat, c'est pas égal. C'est normal, j'ai fait que 100 lancers de dés. Maintenant, si je fais 1000 lancers de dés, bon, ça commence à s'équilibrer un peu. Si je fais 1 million de lancers de dés, ben, bon, on voit bien que là, plus vous ferez des lancers de dés, plus la probabilité de tomber sur un nombre va être égale va être uniforme, d'accord. Donc c'est un peu l'idée de base. Alors, avant même de parler de Hyperloglog, il faut que je vous parle de Loglog, d'accord. Parce que c'était l'algorithme original Loglog. Hyperloglog n'est qu'une amélioration de Loglog. Alors, comment ça marche? On se propose de choisir une fonction de hachage H très distributive. La distributivité de la fonction de hachage, elle est hyper importante. Aujourd'hui, dans la littérature informatique, c'est pas très dur de choisir une telle fonction. Pour chaque élément observé, alors qu'est-ce qu'on observe finalement? Qu'est-ce qu'on veut compter finalement? En réalité, dans la pratique, on veut compter le nombre de logins uniques, le nombre d'articles vus uniques, etc. Donc, on a un stream, on a un flux de données, et chaque fois qu'on observe un login ou un article ID, on va appliquer la fonction de hash, ce qui va nous donner une valeur. On va transformer cette valeur en une chaîne binaire, d'accord? 0 et 1. Bon, jusque-là, facile.
Et l'idée, c'est de déduire des séquences binaires la cardinalité de l'ensemble, c'est-à-dire le nombre d'éléments distincts. Alors, commençons par l'intuition. En fait, vous dites bien qu'il y a 50% des séquences binaires qui commencent par un 0, d'accord? Et 50% qui commencent par un 1. Logique. Sur un grand nombre, bah voilà, c'est l'équilibre probabilité. On commence à pousser le raisonnement un peu plus loin. Il y a un quart des séquences binaires qui commencent par 0, 0, un quart qui commence par 0, 1, etc. Parce que là, je commence à observer 2 bits au début au lieu d'un seul. Logique. Je vais définir un nombre que je vais appeler le rang R, d'accord? C'est le premier bit mis 1 à la position la plus à droite en partant du début, d'accord? Imaginez que votre chaîne binaire, vous avez 0, 0, 0, 0, puis hop, le premier 1. Donc je définis le rang R étant égal à la position, d'accord? Donc dans l'exemple, premier exemple, le R égale à 9, parce que le 1 se trouve à la 9e position en partant du début. Ici, le R égale à 4, ici, R égale à 6. Bon, très bien, c'est une définition, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On se dit que si j'ai un rang R, si je prends juste ce bout de chaîne de binaire, j'ai 2 puissance R combinaisons possibles, d'accord, de chaîne binaire. 001, 0010, etc. Jusque-là, ça va. J'ai rien dit d'extraordinaire. Tout le monde suit? C'est bon? Bon. J'ai pas fait de maths encore. Attendez, les maths, on va voir. Donc voilà, je commence à raisonner pareil. En fait, j'ai une chance sur 2 puissance R, enfin, j'ai une sur 2 puissance R des séquences qui commencent par 001. J'ai une sur 2 puissance R des séquences qui commencent par 0010, etc., etc. Toujours la même idée d'équilibre probabilité. Voilà, sur un grand nombre toujours. Hein. Si vous observez 10 éléments, bah non, ça ne va pas marcher. C'est des stats, hein, toujours sur un grand nombre. Maintenant, en fait, il faut commencer à raisonner à l'envers. Alors, j'ai autant de chances de voir 00001 que de voir 00010 que de voir 0011. Logique. Équipe probabilité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si, à un moment donné dans le temps, j'ai observé cette chaîne 0001, je verrai probablement plus tard ou avant 00010 et également 00011. Vous voyez, ça commence à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai observé à un moment donné 0001, il y a probablement 2 puissance R séquences binaires de rang R. D'accord? Et c'est ça, en fait, d'un point de vue intuitif, la cardinalité estimée, le nombre d'éléments distincts. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'en fait, l'algorithme log-log a un problème quand même. On va en voir juste après. Pour résumer, en fait, pour donner une formule globale, on peut dire que la cardinalité estimée n, c'est égal à 2 puissance max de R, ça veut dire le rang le plus long, enfin, la séquence la plus longue que j'ai pu trouver, à peu près. Alors voyons dans l'exemple. Imaginons que j'ai un flux de 1000 éléments distincts. Je commence à appliquer la fonction de h à chacun des éléments. Donc voilà. Donc 2 puissance 10, c'est 1024. Donc intuitivement, je me dis que le rang R le plus long que je pourrais trouver, si je suis la formule, hein, ça veut dire c'est 10. Sauf que c'est les stats. Hop, par hasard, je tombe sur cette séquence-là, d'accord, avec un rang R égale à 15. Ça peut arriver. Hein. Sur 1000 éléments, j'applique la fonction de h, complètement par hasard, bah, je tombe sur ça. Si j'applique bêtement ma formule, bah, ma formule me dit que je veux 2 puissance 15 éléments distincts, ça veut dire quoi? 32 000 et des poussières. Dans l'exemple, là, j'ai comme 1000 éléments, donc ça veut dire que c'est complètement faux, on voit bien. Alors, il est où le problème? En fait, l'algorithme de log-log de base, il est très sensible à ce qu'on appelle des éléments exceptionnels. D'accord? Quand vous avez une série statistique, de temps en temps, hop, vous avez des pics. Tac, tac, comme ça. Et dès qu'on a un pic comme ça, ça va fausser, en fait, nos calculs. D'où hyperlog-log, qui va venir corriger ça. L'idée de hyperlog, c'est on va éliminer et lisser les éléments exceptionnels avec ce qu'on appelle une moyenne harmonique.
Alors là, je remercie Wikipédia qui m'a donné la formule toute faite. C'est quoi une moyenne harmonique? Alors dans la nature, il existe beaucoup de moyennes. La moyenne de Monsieur Tout-le-Monde, c'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique, que tout le monde connaît, d'accord? La moyenne harmonique, c'est quoi? C'est j'ai n éléments, et ben, c'est n divisé par 1 sur x1 plus 1 sur x2, etc. On voit bien que le fait de prendre l'inverse du nombre fait que si j'ai des éléments exceptionnels, ça va diminuer le poids de ces éléments dans l'ensemble. D'accord? Prenons un exemple simple. J'ai 3, 6, 7, 2 et 120. On voit bien le 120, hop, il sort de l'ordinaire. Si je prends la moyenne harmonique de ma séquence, ça me donne 6,80. OK. Si j'avais pris la moyenne arithmétique de Monsieur Tout-le-Monde, j'aurais 51. On voit bien que là, la dispersion est énorme. Donc voilà, hyperloloc 1. Appliquer une fonction de moyenne harmonique pour éliminer les éléments exceptionnels. 2. Distribuer le calcul. Parce qu'en fait, quand on veut appliquer une moyenne, c'est une moyenne d'un ensemble donné. Ce n'est pas juste une moyenne d'un nombre. Donc il faut que j'ai un ensemble. Et bien, c'est ça l'idée. C'est qu'au lieu de faire une observation, je vais couper en plusieurs buckets et faire des différentes observations sur différentes buckets. D'accord ? Alors comment faire? Toujours la même idée. Je commence par prendre le début de ma chaîne binaire. Je dis, bah, tiens, je fixe un nombre P arbitrairement au début. C'est la longueur du préfixe, ici 6. Le nombre de buckets, c'est 2 puissance P, ça veut dire 64 ici, d'accord? Donc, j'ai un flux de données qui arrive. Je prends le début, le préfixe de ma chaîne binaire, et je calcule le nombre associé pour savoir dans quel bucket je tombe. B1, B2, etc., jusqu'à B164. Hop, je les mets ici. Et dans chaque bucket, je vais appliquer l'algorithme log-log qu'on a vu tout à l'heure. Comment? Eh bien, en enlevant le début, le préfixe, et en cherchant en fait la séquence de 001 la plus longue. D'accord? Donc pour chaque bucket I, on va avoir une estimation de la cardinalité avec log-log, MI environ 2 puissance max R de I, d'accord? La même formule que tout à l'heure, mais cette fois-ci appliquée à un bucket donné, très bien. La moyenne harmonique maintenant. On va appliquer la moyenne harmonique sur chacun des buckets, donc sur les 64 buckets dans notre exemple. Alors intuitivement, c'est quoi une moyenne? C'est le nombre total d'éléments distincts divisé par le nombre de buckets, d'accord? N sur B. Donc du coup, ma formule, ce sera la cardinalité estimée N, ce sera B, le nombre de buckets, fois la moyenne harmonique de l'estimation de tous mes buckets, d'accord? Donc maintenant, on va faire un tout petit peu de maths, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment niveau maximum terminal. Alors, je rappelle la formule de la moyenne harmonique. B, le nombre de buckets sur 1 sur x1, etc. jusqu'à xb. Cette somme, je peux l'écrire comme ça. Bon, je sors le B ici, très bien. 1 sur quelque chose en maths, ça veut dire que c'est quelque chose puissance moins 1. Bon, j'ai rien dit d'extraordinaire, c'est ça. Et pareil, 1 sur xi, c'est xi puissance moins 1. Voilà. Jusque-là, ça va. Maintenant, on va remplacer les xi dans la formule par les mi, qui est l'estimation de cardinalité pour chacun des buckets. Donc, ça va donner mi puissance moins 1 ici. Et souvenons-nous que les mi, c'est ça, de puissance max R de i. Hop, on remplace, et ça donne ça. Et maintenant, si on injecte dans la formule globale tout à l'heure, l'intuition qu'on avait tout à l'heure, le nombre de cardinalités totales, c'est le nombre de buckets fois la moyenne harmonique. On va obtenir cette formule-là énorme. Alors, il y a quand même une constante que j'ai rajoutée, qui a été rajoutée dans l'algorithme, ce qu'on appelle une constante correctrice. Pourquoi? Parce que si vous appliquez quand même hyperloloc sur un ensemble très petit, c'est-à-dire 1000 éléments, vous allez avoir quand même un biais énorme. Et cette constante-là, elle sert à corriger ce biais. Alors, je vous épargne la formule mathématique de cette constante-là, elle est horrible. Et voilà. L'idée, c'était juste de présenter l'intuition, et puis bon, les formules assez simples. Alors, dans quel cas peut-on utiliser l'hyperloloc? Nombre de visiteurs uniques sur une page web, d'accord? On va faire des observations sur le login ID ou session ID, voilà. Nombre de clics uniques sur un article en ligne, pour savoir si un article est populaire ou pas.
le top N éléments, par exemple le top des visiteurs aujourd'hui, le top des articles les plus vus aujourd'hui, etc. Donc on a tout ça comme application. Et quels sont les frameworks dans le monde Big Data qui utilisent Hyperlogic? Déjà Cassandra. Dans Cassandra, en fait, on a des tables distribuées où, en fait, si vous avez 1 milliard d'utilisateurs dans une table, le milliard d'utilisateurs va être réparti sur plusieurs nœuds. Donc, il est hors de question de faire un select count étoile parce que là, vous allez scanner tout le cluster, d'accord? Donc, l'idée, c'est d'avoir un Hyperlogic qui va nous permettre d'estimer la taille de la table à un pourcentage d'erreur près, bien sûr. Dans Redis, ils ont une data structure de base qui fait du Hyperlogic, d'accord? Pour ceux qui font du PIG sur Hadoop, il y a une librairie très connue qui s'appelle Datafoo qui propose des User-Defined Functions et ils ont Hyperlogic en standard. Et puis chez Twitter, ils ont le framework Angerbird qui permet de faire des algorithmes pour le streaming. Et ils implémentent aussi Hyperlogic. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Je fais une petite pause, si jamais les gens sont perdus. C'est clair? C'est bon? Bon, très bien. Maintenant, je vais vous parler de Paxos. Alors, Paxos, c'est assez vieux, hein, c'est 1989. Ça a été, alors, la première fois que Leslie Lamport a écrit le papier, c'est 1989. Personne n'a compris. Même si c'était voilà, c'était validé par la communauté scientifique, il a prouvé que ça marchait. Mais sauf que son premier papier, était, voilà. Par contre, il a, je crois, sorti en 2001 un papier qui s'appelle Paxos Made Simple. Et du coup, c'était un peu plus digeste, même si c'est pas évident. J'ai lu 5 fois, 6 fois avant de comprendre. Alors, le défi, toujours, on commence toujours par, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème? On veut trouver un consensus, d'accord, dans un système distribué, où on peut avoir des pannes aléatoires. Un réseau qui tombe, des machines qui tombent, et on veut que l'algorithme soit résistant à ces pannes-là, d'accord? Alors déjà, dans la littérature informatique, avant Paxos, il y a déjà le two-phase commit. Qui a entendu parler du two-phase commit? Oh là, ouais, voilà, bon, déjà pas mal. Le problème du two-phase commit, c'est connu, c'est un protocole bloquant. D'accord? Si vous avez votre coordinateur, votre manager, transaction manager qui tombe, il faut une intervention humaine. Après, ils ont inventé le three-phase commit, qui résout pas mal de problèmes, mais il y a quand même un cas où le three-phase commit tombe par terre, c'est que vous avez une partition réseau, vous avez la moitié des nœuds qui ont dit OK pour committer, puis dans l'autre partition réseau, vous avez des nœuds qui n'ont pas été contactés. Et donc les deux partitions réseau vont évoluer indépendamment l'un de l'autre, et puis dès que le réseau revienne, pouf, on se retrouve avec un état incohérent. C'est gênant. Donc Paxos. Alors l'algorithme Paxos, c'est l'algorithme de base. Hein. C'est 2 allers-retours réseau, 3-4 rôles. Donc vous avez le rôle de proposeur leader, celui qui va proposer un tour Paxos, acceptor, et puis le learner. Et on a besoin de ce qu'on appelle un quorum. Un quorum, c'est une majorité stricte. Un quorum pour que le protocole fonctionne, il faut qu'une majorité stricte de nœuds soit vivant. C'est-à-dire que si j'ai 5 nœuds, il faut qu'au moins 3 soient vivants, majorité stricte, pour que le protocole fonctionne. Donc ça veut dire que ça laisse la place à des pannes quand même. D'accord? Donc je peux perdre jusqu'à la moitié non stricte de mes nœuds et que le protocole continue à marcher. Première phase, j'ai un client qui arrive, dit voilà, je veux proposer un consensus. Hop, il donne le consensus au leader. Alors pourquoi proposer / leader? En fait, dans le protocole de base, il ne faut pas avoir 2 nœuds qui proposent en même temps une valeur de consensus, parce qu'on peut se retrouver dans les situations de blocage. Du coup, il faut toujours choisir un qui va jouer le rôle de proposeur principal, donc de leader. Donc le leader, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer un message qu'on appelle prepare n, n étant un numéro de séquence, un entier, voilà, à un quorum d'accepteurs. Quorum, majorité stricte, ici 3 sur 5. Les accepteurs retournent une promesse. Très bien. Deuxième phase, le proposeur maintenant va envoyer une commande accept avec le numéro n, la séquence tout à l'heure, avec la valeur du consensus à atteindre. Si tout se passe bien,
le quorum des accepteurs vont retourner accepted, d'accord, nval. Et du coup, le leader va dire au client, en fait, ta valeur de consensus proposée a été acceptée. Et en plus, il va envoyer cette valeur qui a été choisie par l'ensemble des accepteurs à des nœuds qu'on appelle des nœuds learners, c'est-à-dire des machines dont le rôle est de stocker de manière durable cette valeur de consensus atteint. Typiquement écrire sur disque, quoi, hein, pour résumer. Oui, mais bon, dans le papier informatique, stockage de manière durable, blabla. Alors, je vais détailler, parce qu'elle a dit comme ça, ouais, ça a l'air un peu, ok, mais pourquoi ça marche? Alors, première phase, le proposeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir un nombre, une séquence, toujours croissante. Il envoie prepare n à un quorum d'accepteurs. Alors, la notion de quorum, pourquoi le quorum? Pourquoi pas 2, 3, 4, 5? Le fait de choisir un quorum, une majorité stricte, fait que même si on perd des nœuds et qu'on réessaye plus tard, il y aura toujours un des nœuds qui aura la vision de toute l'historique. Parce qu'à chaque fois, on tape toujours sur une majorité stricte, d'accord? Chaque accepteur a la réception d'un message prépare n. Alors, 3 possibilités. Première possibilité, s'il a déjà accepté un accept m valeur m de la part d'un autre proposeur, avec un m strictement inférieur à n, la nouvelle séquence, il va retourner une promesse avec la nouvelle séquence, n, mais avec l'ancienne valeur acceptée et l'ancienne séquence liée, d'accord? Si il n'a accepté aucune proposition, ou s'il a déjà fait une promesse, mais avec une séquence inférieure, ben il dit maintenant, il va faire une nouvelle promesse par rapport à la séquence n, d'accord? Il dit, je promets, et surtout qu'il promet de ne plus accepter aucun prepare ou accept avec une séquence strictement inférieure. Alors, toujours le dernier arrivé gagne, d'accord? Et le dernier cas, c'est si jamais il a déjà fait une promesse et accepté une valeur, une séquence strictement supérieure à n, bah, du coup il ignore. Bah oui, le dernier arrivé gagne, donc là, mon n étant inférieur à tous les m qu'il a vus, bon bah voilà. Alors il peut ignorer la requête ou il peut renvoyer un no-hack. C'est une optimisation. Parce que du coup, mon leader, là, mon proposeur, bah, j'ai pas envie qu'il attend indéfiniment. Bien sûr qu'il y a un système de timeout, mais c'est mieux quand même de lui envoyer un hack, d'accord? No hack. Alors, c'est quoi le but de cette première phase? C'est de, découvrir toute proposition en cours pour la faire progresser. Comment? Bah, c'est ça, c'est cette phase-là qui est importante. Si jamais les accepteurs ont déjà fait une promesse à quelqu'un, d'accepter une valeur, au lieu de retourner une promesse vide, il va notifier le leader que, hey, en fait, j'ai déjà fait une promesse à quelqu'un. Il faut que tu en tiennes compte. Donc en fait, là, on a une propagation de l'état. D'accord? On a un état qui est dans le système, et cet état va se faire propager au niveau du leader. Donc, même si cette promesse-là, imaginons que cette promesse-là est acceptée, mais que le leader qui a proposé cette valeur, il tombe, parce qu'il est mort. Bon, bah, le fait que quelqu'un d'autre, que lui puisse reprendre la promesse, fait que le système ne va pas être bloqué, il va progresser. Et surtout, l'histoire des M et des N, des numéros de séquence strictement croissants, permet de virer toutes les anciennes propositions qui ont été bloquées parce que le proposeur il est mort, etc. D'accord. La phase 2, accept. Donc là, mon proposeur, il a fait un accept. Il envoie un accept. Alors, il reçoit une promesse, n, la séquence à lui, et mi-value, d'accord. Potentiellement. Il reçoit des mi-values qui viennent de différents accepteurs. Ce n'est pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes couples mi-value, hein. Ça peut être des couples différents. Il n'y a aucune garantie que ce soit la même valeur. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va extraire, si tous les couples reçus sont vides, ça veut dire qu'il n'y a aucune promesse qui a été faite pour l'instant, c'est le cas nominal. C'est le seul le leader, c'est le seul à avoir fait une proposition. Voilà, dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est que il va envoyer un accept all, il va mettre sa valeur à lui, qu'il va choisir. Maintenant, si des accepteurs ont retourné une promesse avec des mi-values, ce qu'il va faire, c'est qu'il va extraire tous ces couples-là, il va prendre
la valeur qui correspond au max des MI. La séquence la plus grande juste avant n, d'accord, pour la faire progresser. Et du coup, le proposeur, le leader, il s'engage à envoyer cette valeur et non pas la valeur à lui, la valeur que le client lui a demandée. C'est comme ça qu'il va faire progresser toute transaction en cours. D'accord. Donc, chaque accepteur, une fois qu'il a reçu un accept n val, s'il n'a fait aucune promesse, pareil, hein, avec une séquence extrêmement supérieure, il retourne accepted, sinon il ignore la requête. Donc là, après tout ça, on a vu que... il y a aussi la phase des learners, pardon. On envoie la valeur du consensus pour qu'elle soit écrite durablement. Donc ça, on a atteint un consensus à un moment donné, et tout ça, ça définit ce qu'on appelle un tour de Paxos. Alors, après avoir fait ces deux rounds. Maintenant, le problème du Paxos théorique, c'est qu'en pratique, si on applique l'algorithme sans aucun changement, ça ne sert à rien en pratique. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a choisi la valeur de consensus, on ne peut plus la modifier. Et voilà. Tous les nœuds sont bloqués sur un accepted nval, d'accord? À chaque fois, la prochaine fois, une fois que vous avez atteint le consensus, si vous proposez une nouvelle valeur avec une séquence supérieure, tous les accepteurs ils vont toujours retourner le accept nval parce qu'ils ont accepté. C'est ça le contrat. Donc l'idée, c'est de faire un espèce de reset, dire maintenant, c'est bon, j'ai atteint mon consensus, j'ai envie de déclencher un autre tour de Paxos avec une nouvelle proposition, donc il faut que je fasse un reset. Donc dans les implémentations concrètes, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du multi-Paxos, où on essaie de faire plusieurs tours de Paxos en parallèle pour avoir plusieurs consensus différents. Et également, en fait, là, on a vu dans l'algorithme de base qu'on a différents rôles. Le proposeur, le leader, les accepteurs, les learners. Mais au final, on peut tous les fusionner, ces rôles-là, sur un même serveur, en fait. Ça veut dire que chaque serveur peut devenir tour à tour un proposeur, un accepteur ou un learner, d'accord? Il y a aussi des variantes de Paxos, des fax Paxos, des egalitarian Paxos, où l'idée, en fait, dans l'égalitarian Paxos, on voit bien que dans le Paxos de base, le fait d'avoir un leader, on a quand même une notion de master, d'accord? Et donc, si jamais il tombe, il faut qu'on élise un autre master. Donc, c'est pas génial qu'on choisisse un autre master. Donc, l'idée de égalitarian Paxos, c'est de ne pas avoir de master. Tout le monde peut faire des propositions. Par contre, chaque fois qu'ils font des propositions, ils envoient carrément le graphe de dépendance de toutes les propositions qui ont été faites jusqu'à maintenant. Et ils vont essayer celui qui va faire la proposition, quand il va recevoir les différents graphes de dépendance de chaque accepteur, il va essayer de les fusionner ensemble pour construire un graphe de dépendance unique. Toute l'idée se résume à faire transiter par le réseau l'état du système à tout instant. Alors, c'est maintenant que ça devient intéressant. Situation de conflit. C'est là qu'on voit que le protocole il est robuste. J'ai un premier leader, donc là, supposons qu'on fasse du multi-Paxos, j'ai un premier leader qui demande prépare N1, première séquence. Ici, à gauche, en fait, vous avez 5 A1, A2, A3, A4, A5, c'est des accepteurs. Je ne représente pas les proposeurs, parce que je n'ai pas la place. Vous avez une ligne temporelle, bon, c'est assez classique. Donc voilà, mes 3 accepteurs ont reçu un prépare N1. Ils retournent un promise 0. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, ils n'ont fait aucune promesse, logique. Après, le proposeur envoie un accept N1 avec la valeur A. Ah oui, mais manque de bol, entre-temps, mes deux accepteurs, ils sont morts. Pouf, ils ne sont plus là. Le troisième accepteur, lui, il s'en fiche. Il reçoit un accept N1A, donc il retourne accepted. C'est bon pour lui. Le problème, c'est que le leader, il a reçu qu'un seul accepted sur les 3. D'accord? Donc il n'a pas le quorum. Donc pour lui, le consensus n'est pas atteint. Il ne se passe rien là. Il attend toujours les deux là. Mais bon, malheureusement, les deux sont morts. Et puis il y a un autre leader qui rentre en scène, qui va faire un nouveau tour Paxos, prépare N2, séquence supérieure à N1. Ah oui, mais attendez, ce nœud-là, il a déjà accepté une valeur, donc d'après le contrat, d'après l'algorithme, il dit, au lieu de retourner une promesse vide, il retourne une promesse en disant « Ah, mais j'ai déjà fait une promesse, c'est N1A ».
Ce qui fait que du coup, par contrat, le deuxième leader qui reçoit promesse vide, promesse N1A, dit ah, il y a une promesse en cours. D'accord, il y a une proposition en cours. Donc, je m'engage à la terminer. Hop, et du coup, lui, il envoie propose N2A et pas sa propre valeur à lui. Donc, on voit dans cet exemple-là que du coup, le protocole, il est résistant aux pannes. D'accord ? Une proposition qui a été déjà faite, si jamais il y a des nœuds qui échouent, au prochain tour Paxos, la proposition va pouvoir être, entre guillemets, committée, c'est-à-dire être fait progresser. Et du coup, au final, j'ai mes 3 accepts, donc quorum des accepteurs, donc ça marche. Autre situation de conflit, annulation d'une promesse précédente. Prépare N1, promesse vide. Ah, avant même que le leader envoie un accept, j'ai un deuxième leader qui arrive hop, juste après, prépare N2, promesse vide. Bah lui, quand il arrive, avec son accept N1A, trop tard. Parce que les nœuds ici, ce nœud-là en particulier, pas celui-là, le nœud A3, l'accepteur A3, il a déjà fait une promesse avec une séquence supérieure. Donc N1 étant inférieur à N2, il renvoie un NOAC. Non mais désolé, il y a quelqu'un qui a fait une demande juste après toi, donc maintenant, ta proposition ne sera pas aboutie. Du coup, bah, le deuxième leader va gagner. Même si j'ai des accepts qui arrivent de ces deux nœuds-là, comme je n'ai pas le quorum, d'accord, je n'ai pas 3 sur 5, cette proposition-là ne sera pas, elle ne sera, elle sera pas committée. On n'en tiendra pas compte. Et dernier cas, c'est le cas de blocage, ce qu'on appelle un inter-deadlock. Prépare, promesse. Il envoie un accept NOAC. Et juste après, comme le premier leader, il a vu qu'il y a un NOAC, donc il refait un nouveau tour. Donc hop, il incrémente son N1 là. Il incrémente à N3. Donc prépare, promesse. Et le deuxième leader, c'est à ce moment-là qu'il arrive avec son accept N2, il se fait jeter. Tac. Etc., etc. Donc ça peut continuer à l'infini comme ça. À chaque fois, là, il s'intercale entre différents messages. Donc là, on a une situation de deadlock. Comment résoudre ça ? Mise en attente aléatoire. À chaque fois qu'un leader il fait une proposition et qu'il voit que sa proposition se fait rejeter, il fait un slip, d'accord ? Mais d'une durée aléatoire. Le fait d'avoir un slip d'une durée aléatoire fait que du coup, à un moment donné, alors on ne sait pas, on est incapable de déterminer au bout de combien de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que comme c'est aléatoire, à un moment donné, ça va se débloquer. Parce qu'il y a un qui va attendre plus longtemps que l'autre, et puis voilà. L'autre, il y a un qui va passer devant l'autre. Alors c'était assez dur parce que c'est pas évident à comprendre. J'ai essayé de faire avec des schémas, etc. Parce que même déjà le protocole de base, il est ardu. Alors, quelle application ? Élection de master dans les architectures master-slave, évidemment. Quand on a des bases de données NoSQL avec master-slave, on a besoin d'un moyen, d'un protocole pour lire un master de manière fiable, quand le master tombe. Atteindre un consensus distribué. On peut faire des algorithmes de compare and swap distribués avec ça. Parce qu'en fait, le Paxos de base nous donne une primitive, d'accord, des opérations primitives pour construire des choses plus compliquées par-dessus. On peut même faire un log distribué. Alors, je crois que j'ai un peu de temps. Donc, je vais vous montrer une démo. Alors, avant juste, des exemples d'implémentation. Donc, Cassandra, on implémente Paxos pour proposer ce qu'on appelle les lightweight transactions. Chez Google, donc Google Chubby et Spanner, ils utilisent Paxos pour faire des locks distribués ou des transactions distribuées dans Spanner. Alors le provider, là, Heroku, le cloud provider, ils utilisent Paxos à travers 2RD pour gérer la conf en distribué, d'accord. Et la base orientée graph Neo4j à partir de la version 1.9. Auparavant, ils tiraient Zookeeper qui propose un autre algorithme de consensus distribué. Pour garantir la haute dispo, à partir de la version 1.9, ils implémentent Paxos. Alors, Cassandra Lightweight Transaction, un exemple d'utilisation. On peut s'en servir pour créer ce qu'on appelle des contraintes d'unicité. Dans Cassandra, vous avez des create tables, d'accord ? Je crée une table user. Le problème, c'est que dans Cassandra de base, sans Lightweight Transaction,
La règle, c'est le dernier écrit gagne. D'accord? Je fais un insert, quelqu'un d'autre fait un insert avec la même clé primaire que moi, le même login que moi, c'est lui qui gagne parce qu'il a fait l'insert après moi. Il n'y a pas de c'est pas une base relationnelle, donc il n'y a pas de contrainte d'unicité. Mais grâce à Paxos, on peut faire des choses comme ça. Insert into if not exist. D'accord? Ça veut dire que si la clé de partition, la clé primaire Jean Dupont n'existe pas, l'insert réussit. Sinon, on va se faire jeter. Mais au moins, on garantit qu'il n'y aura pas de corruption de données parce qu'il n'y aura pas deux inserts sur la même clé primaire. On peut avoir un compare and swap distribué. Alors, du coup, ça, c'est le temps de la démo. J'ai une... Allô? C'est bon. J'ai une table lock, d'accord? Alors, regardez pas tout le bazar en bas. C'est le create table qui est intéressant. Donc, j'ai une clé primaire qui est le type de lock que je veux faire en distribué. Et lock ID, c'est l'ID de mon lock, d'accord? Moi, j'arrive... Il n'y a pas de lock là pour l'instant. On voit bien, il n'y a pas de lock distribué. Alors, je veux mettre un log sur le type achat-transaction, parce que supposons que j'ai des transactions d'achat. Je veux acheter un article sur un système, voilà. Je veux mettre un log avec un time to leave de 5 secondes, voilà, avec un ID égal à x, y, z. Cet ID de log, il n'est connu que de moi seul, d'accord? Alors pourquoi je mets un TTL? Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a posé un log, supposons que le client qui a posé un log distribué, il meurt. Bah, je n'ai pas envie que le log soit là pour toujours. Donc je mets quand même un TTL pour qu'au bout de, dans mon exemple c'est 5 secondes, le log se déverrouille. Hop. Là, je vois mon log. Maintenant, si quelqu'un d'autre essaye de prendre... Alors, la syntaxe, c'est if lock ID. Alors, j'ai oublié de dire, if lock ID égale nul. Ça veut dire que mets la valeur x, y, z si la valeur courante est nulle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de log, quoi. D'accord? Donc là, je crois qu'il a expiré. Donc, je vais mettre une valeur un peu plus grande, 15. Donc, crée-moi un lock avec un ID x, y, z si... Lock ID égale nul aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas de lock. Donc ça réussit. Maintenant, imaginons que quelqu'un d'autre veuille poser un lock. Un autre client, donc ABC. Bim. Cassandra me dit non, bah non, tu n'as pas le droit, il y a déjà un lock. En plus, il donne la valeur du lock. Donc là, le deuxième client, il doit attendre tant que le lock est toujours là, d'accord? Voilà, je réinsère. Et pour enlever le log, bah, je fais l'opération inverse. Maintenant, le premier client, il arrive. J'ai fini ma transaction. Je déverrouille. Donc, je remets un nul si la valeur actuelle est égale à x, y, z. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît... Ah, ça a expiré. Il faudrait que je mette un log un peu plus... Je vais mettre 45 secondes. Voilà. Et maintenant, je déverrouille en faisant ça. Je remets à nul si la valeur actuelle est égale à x, y, z que seul moi connais. Et voilà. Donc tout ça, la primitive derrière, c'est du Paxos. On peut faire du compare and swap distribué. Alors pourquoi compare and swap? Parce que quand l'opération échoue, Cassandra vous dit en plus quelle est la valeur courante. C'est juste ça. Revenons à nos moutons. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que j'ai 7 minutes de questions. Oui. Tu mets à nul pour ton lock. Alors, Enfin, je répète, pourquoi tu mets use TTL15 quand tu mets ton lock à nul? C'est vrai, j'ai pas voulu retaper la commande, donc j'ai voulu réutiliser. Mais effectivement, bonne question. Alors je répète la question pour la vidéo. Pourquoi j'ai mis using TTL15 quand j'enlève le lock? Le fait de mettre un nul. Bah, en fait, c'est parce que je suis paresseux, j'ai pas envie de retaper toute la commande, donc j'ai rappelé l'ancienne commande et j'ai oublié d'enlever le using TTL, tout simplement. Mais très bonne remarque. Oui. Dans le cas où tu as plusieurs leaders qui ont chacun des compteurs, j'imagine, comment est-ce que tu implémentes un compteur qui s'incrémente de façon stricte? Est-ce que tu utilises Paxos? Alors, je répète la question. Dans le cas où il y a plusieurs leaders qui tiennent un compteur,
Comment est-ce qu'on implémente un compteur strict? Ah oui, ça veut dire qu'il ne faut pas que les compteurs comptent deux fois, quoi. Faut pas que... Alors, le problème du compteur distribué est très 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 compliqué, hein. C'est dans la littérature informatique. Alors, la solution entre guillemets facile, c'est de dire bah je pose un lock. Ouais, bon, ok, d'accord, mais si je pose un lock, bon bah ok, ça va pas scaler. Le problématique du compteur distribué aujourd'hui, hein, dans la littérature informatique, à part utiliser les CRDT, où tu peux avoir des sets où tu peux empiler et tu peux résoudre. Parce que qui connaît CRDT ici? Qui a déjà entendu parler? Ouais. Qui propose des opérations associatives et commutatives, à part utiliser CRDT pour compteur distribué de manière sûre. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Enfin, à ma connaissance, je ne connais pas tout non plus. D'autres questions? C'est tout? Ah, nouvelle question. Juste pour préciser, en fait, la question c'était comment on fait pour avoir le n qui est tout le temps incrémenté dans le Paxos. Ah, j'ai mal compris, d'accord. Parce que ça La question c'est dans... Oui, tout à fait, excellent. La question c'est dans ma présentation tout à l'heure, j'ai parlé d'une séquence n strictement croissante. Comment, aujourd'hui, d'un point de vue technique, peut-on avoir un process ou un algorithme qui permet de faire ça? Alors, on a, en Java en tout cas, enfin, pas en Java, on a on a un type qu'on appelle UUID, Unique ID. Et parmi les différents types de Unique ID, on a le UUID type 1, ça veut dire les time UUID, c'est-à-dire qu'un ID unique généré à partir du temps. Alors, attention, le temps, c'est le temps de votre machine en millisecondes, plus mélangé avec l'adresse MAC de la machine, mélangé avec une séquence du microprocesseur, ce qui permet d'avoir une séquence qui augmente toujours parce que le temps progresse, d'accord? Et deux, l'unicité. Par contre, ce qui n'est pas garanti, c'est que si vous avez deux machines qui va générer chacun un time UID, il n'y a aucune garantie qu'ils ne vont pas s'intercaler. C'est pour ça que dans le protocole Paxos, souvenez-vous, j'ai dit qu'il fallait absolument un leader. Si jamais il y a deux leaders qui proposent en même temps, on peut tomber sur des cas un peu bizarres. Voilà. Oui, question? J'avais une question sur pourquoi le leader renvoie après le... La question c'est pourquoi le leader renvoie le max des valeurs qu'on lui a renvoyées et pas sa valeur à lui. Il va refaire un autre tour de Paxos pour donner sa valeur ou Oui. Alors, oui, j'ai pas besoin de répéter la question parce qu'il a eu le micro. Alors, l'idée de renvoyer, en fait, déjà, en fait, il y a deux phases. Les accepteurs, au lieu de retourner à une promesse vide, retournent une promesse avec une proposition déjà acceptée. Pourquoi? C'est ça la force de Paxos. C'est que du coup, si jamais, imaginons qu'il y avait un leader avant qui a fait une proposition M valeur de M, et poum, il est tombé. Donc il y a un nouveau leader qui prend le relais. Le problème, c'est que comme il est tombé, la valeur van M, elle n'est pas committée. Elle n'a pas été envoyée au learner. D'accord? Du coup, le nouveau leader, quand il reçoit une promesse avec, au lieu de vide, il reçoit M val M, il s'engage à committer sa valeur, à proposer cette valeur, et pas une valeur à lui. Mais c'est ça le cœur du protocole. C'est pour faire progresser. C'est que même si tu as un leader qui tombe, le prochain leader va faire progresser ta proposition. Et du coup, la valeur que le nouveau leader veut mettre en place, il doit attendre. Il doit faire un deuxième tour Paxos pour pouvoir proposer sa valeur à lui, si jamais quelqu'un d'autre n'a pas fait un truc avant, etc. etc. D'où, vers la fin, quand j'ai montré des situations de blocage où il faut faire un slip un peu aléatoire. D'autres questions? À part les deux papiers de Leslie Lamport, il y a d'autres littératures que tu nous recommanderais pour... Oui, alors, pour tout ce qui est consensus distribué, il y a le protocole ZAP de Zookeeper. Et il y a Raft aussi, un papier, consensus distribué avec Raft. Alors, Raft, c'est un peu plus facilement compréhensible.
D'accord. L'idée, c'est aussi de propager un état dans les systèmes distribués, parce que derrière tout ça, c'est des études. En fait, Leslie Lamport, il a fait des études sur comment dire, les systèmes des états distribués, d'accord, les machines à état. Donc, dans Raft aussi, il propose un autre algorithme de consensus distribué, un peu différent, mais l'idée de base, c'est toujours de faire transiter l'information de l'état entre les différentes machines, pour pouvoir faire progresser en fait une proposition. D'autres questions? On est à 45 là, c'est bon. Bon, moi, merci beaucoup.